Alors, nous allons être ensemble pour 10 heures. Et donc, on va faire un cours en morphologie mathématique. Et alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par voir ensemble les programmes du cours, parce que nous allons être ensemble pendant 5 séances, 5 classes. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Voilà, c'est bon. Ok, très bien. Alors, voici donc le programme de ces cours de 10 heures en morphologie mathématique. Donc, on va commencer aujourd'hui par une première partie que j'appelle une introduction à la morphologie mathématique. Et on aura des volets différents. On va d'abord étudier les opérateurs morphologiques de base. Et dans la deuxième partie, on va considérer la théorie des filtrages morphologiques et quelques illustrations de l'intérêt des filtres morphologiques. Demain matin, on aura une deuxième classe autour de l'application de la morphologie mathématique à la caractérisation stochastique des modèles des ensembles aléatoires. Donc, vous verrez demain, c'est une partie plus liée à la géométrie stochastique et à d'autres aspects qui sont un peu plus, je dirais, moins connus par rapport aux approches plus déterministes de la morphologie mathématique. Jeudi, on sera ensemble pendant 4 heures. C'est une journée très chargée. C'est là où on va étudier la partie un peu plus théorique du cours autour des semi-groupes et les équations en dérivée partielle liées à la morphologie mathématique. Donc, on aura d'abord une forme d'introduction avec les cadres euclidiens. Et après, on regardera comment ça se généralise au cas des espaces métriques, plutôt les espaces géodésiques. On va introduire une notion de schéma qui sera importante pour nous. Et l'après-midi, on va généraliser ça à des espaces ultramétriques. Et la dernière classe, la dernière séance aura lieu vendredi matin. Et là, ça sera un peu plus léger. Et on va considérer les interactions entre la morphologie mathématique et l'apprentissage profond sous différents angles. OK? Donc, avant de l'oublier, bien évidemment, je vous transmettrai tous les transparents que je vais utiliser dans mes cours. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais vous savez, vous aurez le contenu de mon cours. Donc, je vous propose donc de commencer avec l'introduction à la morphologie mathématique. Probablement, parmi vous, il y a très peu de gens qui ont une idée claire de qu'est-ce que c'est la morphologie mathématique. Donc, je vais arrêter ce partage. Et maintenant, j'imagine que vous allez voir apparaître. Dites-moi si vous le voyez apparaître déjà. C'est bon, oui. C'est bon. Ok, très bien. Alors, on va commencer donc par cette première partie que j'appelle les opérateurs morphologiques de base. Et en particulier, dans le vocabulaire qu'on va développer, vous allez voir apparaître la notion d'érosion, dilatation, ouverture et fermeture. Alors, je ne vais pas détailler les plans, on va simplement, au fur et à mesure, les développer. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par image dans le contexte de mon cours. Vous verrez apparaître la notion d'ordre partiel, qui est fondamentale en morphologie mathématique, et une structure mathématique qu'on appelle le trésie complet, qui va nous permettre de formuler de la façon la plus générale, la plus abstraite, les opérateurs morphologiques.
même si après, dès qu'on décline pour les images, tout devient beaucoup plus simple. Donc, question de notation, donc on va travailler une image, donc regardez le deuxième point qui apparaît là. Donc, on va travailler sur des images. Je pense que ça a été le cas pour la plupart des cours que vous avez eus. Et pour ce qui nous concerne, une image, on va la voir comme une fonction qui va d'un espace E, qui est le domaine de l'image, le support. Donc, c'est typiquement la grille des pixels si on travaille dans l'espace discret, c'est 2. Ou si on travaille sur des images 3D, ça sera C3. On peut avoir aussi un cas où on considérera les images dans un support qui est un sous-espace de l'espace euclidien pour les cas continus. Mais bon, simplement pour des questions de notation, donc l'espace, le domaine de l'image, on va les noter E. Et la valeur, les valeurs de l'image, l'espace T qui apparaît là. Donc, ça va être typiquement, ça sera l'ensemble des niveaux de gris discrets. Donc, par exemple, pour une image sur 8 bits, c'est des discrets, des entiers qui vont de 0 à 255. Vous pouvez travailler aussi parfaitement dans les cas continus, dans l'intervalle entre 0 et 1. Donc, c'est simplement la seule propriété qu'on va demander à cet espace-là, c'est d'être ordonné. Il faut être capable de dire si un niveau de grille, si la valeur sur une image, à un point donné, x, est plus grand ou plus petit qu'un autre. D'accord? Donc, c'est cette idée-là qui va, vous allez la voir apparaître immédiatement. Mais donc, fondamental, on doit avoir des valeurs sur l'image qu'on peut ordonner. Alors, nous allons considérer aussi, spécialement aujourd'hui, les cas des images binaires. Donc, les ensembles. Donc, il faut, la façon la plus simpliste de voir ça, c'est de considérer donc les parties de l'espace E. Donc, on découpe E, notre domaine, en quelques parties. Et donc, tout ensemble va être composé de ces parties-là. Vous pouvez le voir aussi simplement comme une image à niveau de grille où vous n'avez que deux niveaux, les 0 et les 1. D'accord? Mais pour des questions pédagogiques et d'introduction des opérateurs, donc on va se placer initialement dans le cadre ensembliste, donc les images binaires, et après on généralisera au niveau de grille. Et assez souvent aussi, on va utiliser une interprétation des images, mais ça c'est purement une vue de l'esprit qu'on va utiliser souvent pour expliquer les effets des opérateurs. On va voir les images comme une surface topographique. Alors l'idée c'est la suivante, c'est que vous voyez votre image et vous regardez l'intensité, la valeur sur chacun des pixels comme l'auteur de la surface. Plus le pixel il est brillant, plus il est haut sur la surface. Alors vous voyez là, si on regarde cette image-là comme une surface, on a cette relief dans lequel on a des pics qui apparaissent, qui sont les structures claires entourées de quelque chose un peu plus sombre, et on a des vallées, donc les creux qui apparaissent lorsque on regarde les parties sombres de l'image. D'accord? Donc, cette vue de l'esprit, lorsqu'on regarde une image, cette interprétation comme un relief topographique, va nous aider aussi à interpréter les opérateurs. Alors, qu'est-ce que c'est la morphologie mathématique? Donc, je vous propose 3 angles différents pour définir de façon très succincte qu'est-ce que c'est la morphologie mathématique. Donc, si on prend les contextes du traitement des signaux, la morphologie mathématique, c'est une technique de traitement d'image non linéaire au sens de la linéarité classique, qui est fondée sur les opérateurs de max et de min sur les voisinages locaux. Ça, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est ce point de vue-là. La morphologie mathématique est aussi peut être vue comme l'élément, l'ingrédient fondamental pour une théorie qui nous permet de décrire certains types de structures qu'on appelle des ensembles aléatoires et d'inférer et de caractériser les modèles stochastiques liés à ça. Ça sera l'objet de la présentation de demain.
Et le troisième volet, la morphologie mathématique, c'est une théorie qui est fondée, dans la façon la plus générale, dans la théorie de Trégy, pour les cas plus algébriques. Mais on a aussi un contexte un peu plus analyse, où on pourrait voir la morphologie mathématique d'un point de vue des semi-groupes dans l'algèbre Max Plus, ainsi que les liens de ce type de semi-groupes comme solution de certaines équations en dérivée partielle de type Hamilton-Jacobi. OK? Donc, vous voyez bien que la morphologie mathématique comprend beaucoup des aspects. Donc, au moins, ce que je voudrais à la fin de mon cours, pour vous, c'est d'avoir retenu cette idée-là. Quelques idées de base. Peut-être certains parmi vous, tôt ou tard, vont se confronter à des choses qui sont en lien avec mon cours, mais au moins, retenez à la fin de la semaine qu'on a passé ensemble, la morphologie mathématique est une théorie et une méthodologie de traitement d'images qui trouve aussi des racines dans différentes disciplines de mathématiques appliquées. Donc, on a évoqué l'idée d'ordre, à quel point c'est important en morphologie mathématique, cette idée d'ordonner les valeurs. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu la théorie des structures ordonnées en mathématiques, ou la théorie de Trégy, en anglais lattice theory, la morphologie mathématique est justement un cas particulier de certains des théorèmes qu'on a dans la théorie de Trégy. Donc, et la structure de base pour formuler les opérateurs morphologiques dans ces contextes algébriques, c'est ce qu'on appelle un Trégy complet. Alors, qu'est-ce que c'est un Trégy complet? Donc, ça sera composé de deux choses. Un ensemble L, qui apparaît là, et un ordre partiel. De sorte que on peut définir pour toute paire d'éléments de mon ensemble avec cet ordre partiel un ordre entre eux qui va satisfaire les propriétés typiques d'un ordre partiel, symétrie, enfin, les différentes propriétés habituelles. Et la deuxième chose qu'on veut, c'est que, étant donné une famille d'éléments de cet ensemble-là, on va être capable de, par cet ordre partiel, de calculer les plus grands des minorants, qu'on appellera les infimums, et les plus petits des majorants, qu'on appellera les suprêmums. OK? Donc, étant donné un ensemble qui est ordonné, on va calculer toujours la valeur la plus grande et la valeur la plus petite qui appartiennent à cet ensemble L. Si on est capable de faire ça, on va pouvoir définir de la façon la plus générale, plus abstraite, les opérateurs de la morphologie mathématique. OK? Alors, il y a des questions de langage. On va introduire maintenant des propriétés qui vont apparaître tout au long des cours d'aujourd'hui et qui sont liées à ce type de relations d'ordre qu'on est en train d'introduire dans un espace et qui nous permettent donc d'avoir cette structure de Trégy complet. Alors, la première propriété qui auront certains des opérateurs, c'est ce qu'on appelle la préservation de l'ordre ou la croissance de l'opérateur. Donc, un opérateur psi sera croissant si il va préserver l'ordre entre deux éléments de l'ensemble. Donc, si x est plus petit ou égal que y, l'opérateur appliqué à x sera plus petit ou égal que l'opérateur appliqué à y. Vous voyez bien, on préserve l'ordre. Et l'autre propriété liée aussi à la structure d'ordre, ça sera, si on a un opérateur qui commute avec les suprêmums, cet opérateur-là est une dilatation. Pareil avec les infimums. OK? Donc, la dilatation sera définie justement comme l'opérateur qui commute avec les suprêmums. Et pour
les cas duals qui commutent avec l'infimum, ça sera l'érosion. OK? On va rendre ça un peu plus concret par la suite, mais ça, c'est, disons, les définitions les plus générales qu'on aura de la dilatation et l'érosion. C'est les opérateurs qui, dans un trait complet, commutent avec le suprême et l'infime, et qui sont aussi des opérateurs croissants. Alors, vous voyez là qu'on est en train de se placer dans un cadre opérationnel qui est totalement différent de celle qu'on utilise habituellement en traitement de signal. Ou en traitement de signal, notre structure n'est pas un trait J, c'est un espace vectoriel en général, et on aura dans cet espace vectoriel assez souvent une structure liée à un produit scalaire et à une opération d'addition qui nous permet d'introduire la notion de linéarité comme l'opérateur qui commute. Un opérateur est linéaire s'il commute par cette opération des produits et des sommes. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'on est dans un cadre mathématique qui est extrêmement différent, qui est celui qui va apparaître par la convolution habituelle en traitement des signaux et donc tout ce qui en découle de cette théorie-là. Donc ici, on est dans un contexte extrêmement différent, comme je vous disais, où la notion d'ordre est fondamentale et la notion de suprême et d'infime, étant donné un sous-ensemble d'éléments, est aussi fondamentale. Alors, cette idée d'avoir un opérateur qui est lié au suprême et avoir un autre opérateur qui est lié à l'infimum est différent de ce qui se passe en traitement de signal conventionnel. Vous avez un seul opérateur, en général, lié à un certain noyau de convolution. Vous avez un seul opérateur qui apparaît, qui est la convolution par ce noyau. Ici, on aura très souvent des opérateurs qui apparaissent par paire. Dilatation, érosion, ouverture, fermeture, et d'autres filtres que je vous montrerai. Et en fait, donc, cette asymétrie entre celui qui est lié al suprême et à l'infimum est fondamentale, mais elle est aussi, disons, elle peut être rendue plus simple dans le sens où si l'un des opérateurs est le dual de l'autre, on pourra toujours le définir par dualité. Donc, cette dualité-là qui sera liée au complément dans l'ordre va nous permettre, en pratique, de simplifier beaucoup, typiquement dans la mise en œuvre des opérateurs. OK? Et donc, typiquement, une idée à retenir, c'est la façon où on va définir les compléments ou les duals au sens de la relation d'ordre va nous permettre de passer d'une dilatation à une érosion simplement avec les compléments. Donc, l'idée, c'est la suivante. Si vous êtes en train de définir une dilatation comme un opérateur qui est lié au suprême, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir l'érosion comme une opération qui va consister à ordonner par rapport au suprême, mais pas sur l'ensemble ou la fonction de départ, mais sur les compléments, les duals de cette fonction-là, dans notre espace d'ordre T. On appliquera la dilatation et ensuite, après ça, on appliquera une deuxième fois cette dualité, cette complément. Okay? Donc, c'est l'opération qui apparaît là. Donc, on va définir un opérateur. On a un opérateur psi 2 et on peut définir l'opérateur dual à celui-là en faisant les compléments, on applique l'opérateur et sur le résultat, on applique les compléments. OK? Dans le cas de la convolution, si vous faites ça, vous aurez exactement la même chose. Si vous avez la convolution et vous l'appliquez sur les compléments et sur les résultats de cela, vous appliquez les compléments, vous obtenez la même convolution. C'est un opérateur qu'on appelle autodual, la convolution. Tandis qu'ici, parce qu'on n'a pas l'autodualité, on doit travailler avec les deux opérateurs. OK? Alors, donc, on a parlé de la propriété de croissance, on a parlé de la propriété de commutation avec le suprême, commutation avec l'infimum. Alors, on va introduire deux autres notions qui vont apparaître aussi au fur et à mesure de notre cours.
ce qu'on appelle être extensif ou être anti-extensif. Donc, rappelez-vous, l'opération de croissance, c'est X qui est plus petit ou égal que Y, et lorsqu'il applique l'opérateur psi, je dois préserver cet ordre-là. Ici, la notion d'extensivité, c'est de dire j'ai X et j'applique l'opérateur sur X. Un opérateur est extensif si le résultat de l'opérateur est toujours plus grand ou égal que X. Et on a donc l'opération, enfin la notion duale anti-extensive, qui ça sera lorsque j'applique l'opérateur psi, mon ensemble, le résultat est plus petit que mon ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle anti-extensif. Extensif ou anti-extensif. OK? Alors, vous verrez tout de suite que sous certaines conditions, la dilatation sera un opérateur extensif et l'érosion, ça sera un opérateur anti-extensif. Et tous les deux sont des opérateurs croissants. Et l'autre propriété qui est très importante en morphologie mathématique, c'est ce qu'on appelle l'idempotence. L'idée, c'est lorsque j'applique un opérateur psi sur un ensemble X ou sur une fonction f, le résultat est stable à cet opérateur-là. C'est-à-dire, si je l'applique une deuxième fois, ça ne va pas changer. L'opérateur psi appliqué au résultat d'avoir appliqué l'opérateur psi est égal à l'avoir fait une seule fois. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'idempotence. Et donc, ça sera une propriété fondamentale pour la notion d'ouverture et de fermeture qu'on va obtenir à partir de l'érosion et la dilatation. OK, donc on a maintenant un vocabulaire de propriétés qu'on vient de formuler. Et donc, ça, on va, par la suite, lorsqu'on va commencer à définir nos opérateurs, on va considérer quelles sont les propriétés algébriques correspondant à chacun des opérateurs. Alors, on va commencer maintenant, comme je vous avais dit, pour des questions pédagogiques, on se place dans le cadre des ensembles, des images binaires. Et on va commencer par définir la notion de dilatation et d'érosion. OK? Alors, donc on va avoir deux ingrédients qui interviennent. Donc, on applique la dilatation à une certaine image qu'on va appeler X, c'est une image binaire qui contient des ensembles. Et on a besoin, comme dans le cas de la convolution, on a besoin de notre kernel, de notre noyau de convolution. Ici, on aura besoin de quelque chose qu'on appelle l'élément structurant. C'est un ensemble B qui va interagir, qui aura un effet sur notre image lorsqu'on l'applique. D'accord? Alors, la dilatation, comme je l'ai définie là, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse convexe, c'est exactement la même définition que pour la somme de Minkowski, en transposé près de l'ensemble de l'élément structurant. Alors, comme on l'a défini, de façon géométrique, je vais vous montrer là, c'est plus facile de l'avoir de façon géométrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est, rappelez-vous, on aura un ensemble X qui est défini dans le domaine E, et on va prendre cet élément structurant B qui est défini à l'origine, on va le transposer. Ça, c'est une question purement de convention. Cette idée de transposer, c'est de B qui apparaît avec un petit chapeau là, c'est ce qu'on appelle le transposé. Comme je vous dis, c'est une question de convention. N'attachez pas trop d'importance à ça. L'idée, simplement, c'est que je vais prendre les éléments structurants et je vais les translater dans chacun des points de l'espace. OK? Et donc, la définition ici nous dit que la dilatation, c'est la union de cet ensemble d'éléments structurants qui ont été translatés dans chacune des positions qui appartenaient à mon ensemble grand X. OK? Je vais vous montrer des exemples après. Vous aurez une idée géométrique, une interprétation géométrique plus simple. L'idée simple, c'est de dire, il y a des éléments structurants, il y a une certaine forme, je vais prendre cette forme-là, je la transpose. Comme je vous dis, ça a une importance très limitée, mais bon, gardez ça en tête. Et après, une fois que je l'ai transposée, je la balade
je la translate dans tous les points, et je la place dans tous les points de l'espace qui appartiennent à mon ensemble X, et après, je prends l'union de ça. C'est ce qu'on appelle la somme de Minkowski de mon ensemble de départ grand X et de cet ensemble qu'on appelle l'élément structurant B. Et après, on a un opérateur qui est l'érosion, qui va être défini de la même façon par rapport à un ensemble grand X et un élément structurant B. Mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est regarder la définition qui apparaît, celle qui est plus facile à interpréter. Toutes les autres définitions sont équivalentes, aussi bien pour la dilatation que pour l'érosion. Donc, regardez bien ce qui apparaît là au milieu. Donc, il nous dit que l'érosion, elle est définie comme j'égare tout point H qui appartient à l'espace, tel que si je place mon élément structurant dans ce point-là, l'élément structurant est totalement contenu à l'intérieur de cet espace, de cet ensemble grand X. On peut le voir aussi comme l'intersection, de la même façon qu'on regardait l'union, comme l'intersection des translatés. OK? Donc, simplement garder en tête, il y a une somme, l'équivalent d'une somme qui est faite par la dilatation, qui est liée à prendre l'union des translatés. Et l'érosion, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle la soustraction de Minkowski, est liée à une intersection de translatés qui sont, ou d'une certaine façon, les ensembles qui vont être contenus à l'intérieur. OK? Donc, je vous montre ça en pratique, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pour que ça soit un peu plus clair. Donc, vous en avez un ensemble grand X, c'est la forme qui apparaît là. OK? Notre élément structurant B, cette fois-ci, ça sera ce disque qui apparaît là, qui est défini à l'origine. Et donc, pour la dilatation, on va prendre les disques et on va les translater partout dans l'espace et on va prendre l'union de ça. Donc là, vous en avez au milieu à quoi ressemble les dilatés, la dilatation de X par cette boule, par ce disque. OK? Et à droite, vous avez c'est quoi les résultats d'avoir fait l'érosion. Donc, comme je vous disais, l'érosion, rappelez-vous, l'érosion est définie comme l'ensemble des points tel que lorsque vous placez l'élément structurant dans ces points-là, il est contenu à l'intérieur de l'ensemble grand X. Donc, vous voyez, dans cette bande qui apparaît ici, si on place l'élément structurant, il y a une partie qui touche dehors. Alors, dans ces cas-là, il n'appartient pas à l'érosion. OK? Donc, ça, c'est l'interprétation géométrique la plus simple. Donc là, je vais vous montrer le cas d'un élément structurant qui était un disque qui était centré à l'origine. Alors, notez bien que je peux définir une forme, par exemple un carré. Et cette fois-ci, ce que je peux faire, c'est je ne vais pas la centrer à l'origine dans le centre de symétrie de mon carré. Je peux prendre, par exemple, et la définir à l'origine, mais son centre va correspondre, l'origine va être placée dans l'un des coins de ce carré-là. Et là, je vous montre le résultat d'avoir fait une dilatation avec cet élément structurant-là. On est en train de le translater, mais les points par lesquels on translate n'est pas centré sur le carré, sur son coin. Donc, vous avez un effet de dilatation combiné avec un effet de translation de l'ensemble dilaté par cet effet-là. OK? Et c'est la même chose avec l'érosion. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on définit un élément structurant B, puisqu'on le définit à l'origine, il faut simplement définir la forme, mais aussi comment il est placé par rapport à l'origine. Alors là, c'est simplement pour montrer les cas discrets. Là, je vous faisais un exemple, je faisais des dessins en continu. Donc, dans les cas discrets, c'est-à-dire dans une grille de pixels, vous allez définir, vous aurez des pixels, comme ça apparaît là, et vous aurez des éléments structurants, donc qui vont être aussi des éléments, des ensembles discrets.
Et donc, ça, c'est les résultats, par exemple, pour cette image binaire, d'avoir fait une dilatation ou une érosion avec un carré 3 x 3 qui est centré à l'origine. Donc, c'est parfaitement symétrique. Et donc, ça, c'est ce qui donne la dilatation et l'érosion. OK? Donc, à cet stade, on peut déjà se rendre compte qu'avec la dilatation et l'érosion toute seule, on n'aura pas beaucoup de choses qu'on peut faire. On va simplement, vous voyez bien, en train d'élargir et de réduire les ensembles selon un certain critère géométrique porté par l'élément structurant. Mais c'est les briques de base sur lesquelles on va bâtir le reste. Alors, quelles sont les propriétés qui ont la dilatation et l'érosion binaire définies comme la somme et la soustraction de Minkowski que je vous ai montré, qui sont donc des cas particuliers de la dilatation et l'érosion abstraite que j'avais défini pour le cas de Trégy complet. Donc, on a les propriétés de la croissance. Ces opérateurs-là, c'est des opérateurs croissants. Donc, la dilatation est un opérateur extensif, c'est-à-dire il va élargir toujours l'ensemble si, seulement si, l'origine appartient à l'élément structurant. Donc, rappelez-vous cette idée-là que je vous ai expliquée. Je viens de vous expliquer avec un carré qui était translaté à l'origine, donc son centre était l'un des coins. Comme les centres, l'origine, était encore sur l'élément structurant, ces dilatations-là étaient extensives. Si j'aurais défini le carré à une certaine distance de l'origine, la dilatation que je vais définir n'est pas extensive au sens du fait que le résultat de la dilatation ne va pas contenir l'ensemble. Il y aura une partie de l'ensemble qui est en dehors de la dilatation. C'est un peu cette idée-là d'extensivité, anti-extensivité, si seulement si l'élément structurant contient l'origine. Et après, on a des propriétés qui sont justement l'idée que la dilatation commute avec le suprêmum, donc dans les cas des images binaires, le suprêmum, c'est la union des ensembles, l'érosion, c'est l'intersection des ensembles, pardon, l'infimum est l'intersection des ensembles. Donc, on a ce type de propriété-là, donc la dilatation commute avec la union et l'érosion avec l'intersection des ensembles. Et on a aussi une propriété qui nous permet de composer des opérateurs. Là, on va commencer à voir apparaître quelque chose qui sera après fondamental dans les semi-groupes morphologiques, qui est l'idée que si j'ai fait une dilatation avec un certain élément structurant B1, et je compose ça avec la dilatation par un élément structurant B2, ça c'est équivalent à avoir fait une dilatation avec un élément structurant qui est la dilatation de B1 par B2. Donc, ce qui apparaît là, O+, c'est la somme de Minkowski, donc la dilatation des ensembles. OK? Donc, on compose des opérateurs et on sait que les résultats auraient été équivalents à avoir fait l'opération avec une certaine forme, un élément structurant, qui était la composition de ces éléments structurants. OK? Et maintenant, donc, on arrive à un cas particulier de ce type de composition-là, qui sera le cas lorsque notre élément structurant est un convexe. Très souvent, c'est le cas. D'accord? Alors, imaginons que B, c'est un convexe. Et on va définir ici, par lambda B, l'homothétique de cette convexe-là. Donc, vous prenez l'ensemble, vous faites l'ensemble homothétique par lambda, donc vous allez préserver la forme, et vous allez simplement agrandir ou rétrécir selon la valeur de lambda. Donc, on a déjà une loi de semi-groupe pour le convexe, qui est la suivante. Donc, lorsque vous faites la somme de Minkowski, ça c'est des notions que sans doute, si vous faites de l'analyse convexe, vous connaissez. Donc, la somme de Minkowski de l'homothétique lambda par l'homothétique mu, ça sera l'homothétique lambda plus mu. Et donc, ça c'est vrai pour les compacts. On ne va pas entrer dans des questions topologiques aujourd'hui, donc simplement pour les convexes. OK? Donc, ça c'est déjà les premiers semi-groupes qu'on va voir apparaître dans notre cours. Donc, rappelez-vous, c'est lié à des questions de convexité à cet stade, pour le cas binaire.
Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Donc là, on n'est pas dans un cadre homothétique. Donc, je vous montre simplement quel est l'intérêt aussi de... Ça, c'est l'illustration de cette propriété-là qui apparaît là. Donc, que la dilatation par un élément structurant B1 suivi de la dilatation par B2, c'est le résultat d'avoir fait une dilatation par la B1 dilatée par B2. Donc ça, c'est l'illustration de ça. Ça veut dire, si vous voulez dilater par un carré, votre image, vous pourriez le faire en faisant d'abord une dilatation avec un segment horizontal, suivi d'une dilatation avec un segment vertical. Le résultat, c'est équivalent d'avoir fait une dilatation par un carré, qui est là. Comme un carré, on l'obtient par la somme d'un segment horizontal et un segment vertical. Donc, ensuite, on obtient la propriété de semi-groupe qui nous permet de dire donc que si je dilate par un certain carré, suivi de la dilatation par le même carré, c'est équivalent à avoir fait une dilatation par un carré plus grand. Donc, c'est le lambda plus mou qui apparaît dans les semi-groupes additifs. Donc, si ça, c'est la taille 1, si ça, c'est la taille 1, on a un carré de taille 2. OK? Et là, après, on a des choses qui nous permettent, en pratique, de faire, d'un point de vue géométrique, des choses simples avec quelques opérateurs de base. C'est-à-dire, par exemple, si d'un point de vue de l'implémentation, si vous faites un code, un programme qui implémente la dilatation et l'érosion par un segment horizontal, ensuite vous pouvez rajouter une rotation et vous aurez donc la dilatation par un segment vertical. Après, si vous rajoutez 45 degrés et les correspondants dans l'autre sens, avec ces 4 éléments-là, vous pouvez déjà construire des carrés. Vous pouvez construire l'autre boule, donc, qui est la forme de losange. Et par composition de 2, vous allez obtenir des octogones, qui est une bonne approximation discrète de la forme d'un cercle. Alors, avec 4 directions dans la grille, si vous travaillez dans la grille discrète, vous pouvez obtenir déjà une certaine approximation de ce qui aurait été un opérateur isotrope avec un octogone. OK? Donc, c'est la théorie des semi-groupes pour le cas des convexes nous permet en pratique aussi de simplifier la façon où on va mettre en œuvre nos opérateurs. Et donc, là, je vous montre simplement un autre exemple, mais cette fois-ci avec une image qui contient plus d'un objet, c'est simplement pour que vous voyez ce qui se passe lorsque, ça c'est l'image F que j'appelle là, et donc là, vous voyez l'effet de la dilatation avec un certain élément structurant B relativement petit. Donc, vous voyez, s'il y a un trou, le trou commence à se rétrécir, de la même façon que le reste de l'objet grandit. Donc, il y a un moment où le trou va disparaître, mais vous voyez bien qu'on commence à perdre la forme des objets. Et c'est pareil pour l'érosion. OK? Donc, on interagit de façon géométrique avec les ensembles, mais avec la dilatation et l'érosion, on ne contrôle pas très bien quel est l'effet de ce qui se passe. Donc là, c'est simplement une aide-mémoire à la fin. S'il faut retenir d'un point de vue théorique toutes les propriétés, là, je vous donne la synthèse. Donc, c'est le dernier slide sur la dilatation et l'érosion. OK? Donc, ça, on l'a défini pour les cas binaires. Donc, on a un ensemble X, un ensemble B. On utilise la somme de Minkowski. Et c'est ça, la dilatation et l'érosion à une transposition près de l'élément structurant. Mais vous savez bien donc que les images, en général, ne se limitent pas à des ensembles binaires. Nos images sont, pour les contextes les plus communs, des images numériques où il y a des niveaux de gris, des intensités de niveaux de gris. Alors, comment on fait pour généraliser ce que je viens de vous montrer pour le cas binaire au cas ensembliste, au cas, pardon, des images à niveau de gris? Alors, je vais faire la façon pédagogique où on fait ça. Vous allez voir qu'en pratique, on n'a pas besoin de ça. On fera directement, mais mathématiquement, c'est comme ça qu'on démontre que toutes les propriétés qu'on a énoncées pour la dilatation et l'érosion ensembliste se transposent au cas des fonctions numériques.
Donc, ce qu'on va faire, c'est on va définir pour toute fonction f qui aura certaines propriétés topologiques. Disons, dans les cas discrets des images, ça se passe parfaitement bien. Donc, on n'a pas besoin d'insister beaucoup sur le fait que c'est de fermer. Mais bref, ce qu'on va définir, c'est ce qu'on appelle les sections ou les ensembles de niveaux de notre fonction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, étant donné une fonction f, on va prendre tous les niveaux possibles, toutes les valeurs possibles de cette fonction-là, et on va construire un ensemble X lié à chacun de ces niveaux-là. Sur l'index T, qui apparaît ici pour l'ensemble X, c'est lié à la valeur de la fonction, donc, tel que, donc on va considérer qu'un point appartient à cet ensemble-là, si pour ces points-là, la fonction est supérieure à T. OK? Donc, simplement, si certains parmi vous travaillent déjà dans ce type de domaine-là, assez souvent dans la théorie de level 7, ici on aura une égalité. Donc f de x, c'est égal, c'est les courbes des niveaux. Ici on est sur ce qu'on appelle les upper level 7, donc notez bien ça. Et donc cette famille d'ensembles xt nous caractérise complètement la fonction. Et il forme aussi une famille d'ensembles décroissants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que s'il y a un ensemble lié à un certain niveau qui est plus grand qu'un autre, l'ensemble lié à un niveau plus grand, il est contenu, il est un sub-ensemble de celui. Ça, c'est très facile à voir. Donc, l'idée, c'est que si vous prenez votre fonction et vous prenez les différents niveaux et l'ensemble correspondant, plus vous montez dans l'image, plus vous allez avoir des ensembles plus petits qui sont contenus dans tous les ensembles précédents. Donc, on a un stack, une pile d'ensembles. Et comment on reconstruit notre fonction f à partir de cet ensemble, avec ces familles d'ensembles, pardon, c'est simplement, on prend pour chaque point x l'index de l'ensemble T, les plus grands, pour lesquels les points appartiennent à cet ensemble-là. OK? Donc, on a une équivalence complète entre notre fonction et la famille des ensembles ou des sections. Alors, une fois on a cette décomposition, cette représentation-là, on va définir la dilatation d'une fonction f par un élément structurant B, simplement comme la dilatation de chacun des ensembles et puis la composition pour obtenir la fonction numérique correspondante. Et l'érosion, ça sera la même chose. Alors, je vais vous illustrer ça tout de suite. Mais simplement, mathématiquement, si on définit de cette façon-là, en passant par la famille des upper level 7, on aura exactement le même type de propriétés qu'on avait précédemment. On peut montrer en fait que cette définition-là est équivalente à simplement couleur. Étant donné la fonction numérique f et un élément structurant B, ça consiste simplement à calculer le max valeur le suprême ou l'infimum dans une fenêtre qui est autour de chaque pixel qui est définie par le élément structurant B. OK? Donc, on n'a pas besoin de passer de façon explicite par la décomposition des ensembles de niveaux. On va simplement avoir des opérateurs qui calculent un maximum, si vous travaillez dans le cadre discret, le suprême ou l'infimum dans un voisinage autour de chaque pixel. OK? Donc, tout ça, c'est pour le cas de la dilatation avec import B, qu'on appelle l'élément structurant. Ce qu'on va jeudi, c'est qu'on va travailler avec quelque chose d'un peu plus général lorsque notre fonction f sera dilatée par une autre fonction.
Et donc là, on va se placer dans le cadre de ce qu'on appelle la subconvolution, en analyse convexe aussi. L'idée de l'interprétation géométrique de ce que je montre dans la définition des ensembles de niveaux, donc, on prend les ensembles, on dilate chacun des ensembles. Ça, c'est le résultat des divisions de ma fonction f par cette fonction. Si on veut le voir en termes d'image, donc imaginons que j'ai une image comme celle-là, c'est une image qui a été quantifiée sur 4 niveaux. Donc là, vous en avez les level 7, les upper level 7 correspondant à cette image-là, pour les différentes valeurs possibles. Et donc, ça, c'est la décomposition. Alors, lorsque je vais faire la dilatation ou l'érosion, ce que j'ai fait, c'est dilater ou éroder chacun des level 7. Ici, je vous montre pour l'un des level 7 en bas. Et ça, c'est le résultat de la dilatation et l'érosion. Et comme je vous dis, ça, c'est équivalent à avoir pris notre image de départ et par l'élément structurant ici qui est un carré, l'avoir déplacé autour de chaque pixel et avoir calculé la valeur maximale ou la valeur minimale. Ça aurait donné le même résultat. Donc là, je vous montre aussi à quoi ressemble sur un signal en D, le résultat de faire une dilatation ou une érosion. Donc, on est dans le cadre en D. Donc, notre élément structurant ici, ça sera un segment dans le temps. Donc, si on voit ça comme ici, on l'appelle espace, mais ça pourrait être vu comme un signal temporel. Donc, ça, c'est le résultat de faire une dilatation ou faire une érosion de notre signal. Après, on va comparer ça avec l'ouverture et la fermeture. OK? Donc, on va commencer. Donc, on va passer maintenant à l'ouverture et la fermeture. Y a-t-il des questions dans la salle à cet stade, avant qu'on avance? N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, si je ne vous entends pas très bien, donc levez la voix ou levez la main, faites-moi signe. Donc, s'il y a des questions, c'est bien de les répondre à cet stade. Et rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions? Vers la fin, on a un problème de son aussi. Professeur. Oui. Vers la fin, si vous pouvez revenir sur les exemples vers la fin. Si. Parce qu'il y a des problèmes de son ici. OK. Voilà. OK, voilà, à ce niveau-là. Donc, je répète ça, c'est ça? Vous n'aviez pas entendu? Oui. Oui, c'est bon. Si vous pouvez bon? revenir. Alors, donc, à cet stade, je vous disais, imaginons qu'on va partir d'une image, d'une fonction numérique qui est définie sur 4 niveaux possibles. Donc, comme on a expliqué, on a interprété dans les formules, pour faire une dilatation, la façon d'utiliser les opérateurs binaires consisterait à on prend les 3 ensembles de niveaux correspondants. Les dernières, c'est constant. D'accord? Donc, ça, c'est tous les pixels qui sont plus grands que la valeur, donc le niveau de grille plus grand que vous voyez là. Ça, c'est pour le niveau intermédiaire, pour le suivant. D'accord? Donc, ça, c'est la représentation de mon image sous forme des ensembles de niveaux. Et donc, comme je vous disais, faire une dilatation va consister à, on dilate, on fait la somme de Minkowski de chacun de ces ensembles-là. Et après, on recompose l'image correspondante. Et donc, ça, c'est le résultat de la dilatation de cette image qui apparaît à gauche par un carré ou de l'érosion. En bas, ce que je vous montre, c'est simplement
pour l'ensemble des niveaux les plus grands. À quoi ressemble la dilatation et l'érosion? Ça vous permet d'identifier quelle est la partie correspondante qui est portée par cet ensemble de niveaux. Mais il faut retenir qu'en pratique, on ne fait pas comme ça. Je n'ai pas besoin de passer par la décomposition explicite de mon image. Ce que je vais faire simplement, c'est prendre autour de chaque point un voisinage qui correspond à la forme de l'élément structurant et je vais calculer la valeur maximale et la valeur minimale pour obtenir l'érosion. C'est la même chose pour ce signal-là. Ce que j'ai fait là, c'est sur chacun des points dans le temps de mon signal, j'ai placé l'élément structurant et j'ai calculé la valeur la plus petite ou la plus grande. Et là, ce que vous voyez, c'est le résultat de la dilatation ou de l'érosion de mon signal. Donc, vous voyez, il y a une interprétation en termes de signal immédiate qui est la suivante, c'est la dilatation, c'est toujours une enveloppe supérieure. Et l'érosion, c'est une enveloppe inférieure. Et la forme de l'enveloppe dépend de cet élément structurant. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, il était en train de vous dire qu'avec la dilatation et l'érosion, on est très limité par rapport à ce qu'on peut faire sur les images. Et donc, on va essayer de dire, alors, j'ai une érosion et une dilatation, qu'est-ce qui se passe si je les compose? Si j'ai fait d'abord une dilatation et après j'applique une érosion, ou le cas contraire, je commence par une érosion et une dilatation. Est-ce que vous pensez que c'est des opérateurs inverses qui vont me donner l'image de départ? Quelle est votre intuition à cet stade? Donc, j'ai une image ou un ensemble, je suis en train de l'agrandir d'abord, et après, je vais le rétrécir. Est-ce que je serai en mesure de récupérer mon ensemble de départ? Donc, vous voyez bien que l'un n'est pas l'inverse de l'autre, au sens du fait que je peux récupérer la fonction de départ. Et donc, puisqu'il n'y a pas cette possibilité, car je suis en train de perdre de l'information, donc rappelez-vous, dès que je suis en train de dilater, il y aura des ensembles qui se collent l'un à l'autre et je ne serai plus en mesure de revenir à quoi ressemblaient les ensembles au départ. Il y aurait une régularisation qui va rétrécir ce qui avait été dilaté, donc le résultat sera plus régulier, mais il ne sera pas justement le signal original. Et c'est là tout l'intérêt. On aura maintenant des propriétés de régularité, de régularisation et d'extraction des objets qui vont être simplement liées au fait que la dilatation et l'érosion, étant donné que l'un n'est pas l'inverse de l'autre, elles vont avoir donc un effet de régularisation. Alors, de façon concrète, on va définir un opérateur qu'on appellera une ouverture, opening en anglais, lambda dans la notation, lambda B, qui va être la composition. D'abord, je vais faire une érosion et sur le résultat, j'applique une dilatation. C'est simplement, pour l'un des deux, je n'aurai pas le transposé. Donc, dans un cas, je transpose et dans l'autre, je ne transpose pas. Je vais vous dire tout de suite quel est l'intérêt de ça. Et l'opérateur dual, c'est la fermeture, psi, dans cette notation, ici. Alors là, on le définit en commençant par une dilatation suivie d'une érosion. OK? Donc, rappelez-vous, il y a une dilatation et une érosion liées au même élément structurant B. Donc, je vais d'abord faire l'un suivi de l'autre. Et donc, comme j'en avais deux au départ, j'ai aussi deux opérateurs qui apparaissent maintenant. Et l'un, elle est dual par rapport à l'autre. On précisera ça immédiatement. Et il y a là dans la deuxième ligne,
par rapport à la définition de l'ouverture. Là, c'est très important, on peut montrer qu'à partir de la définition par la dilatation, composition d'érosion subie de dilatation, on arrive à cette définition-là, mais celle-ci est beaucoup plus facile à interpréter géométriquement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, l'ouverture de mon ensemble grand X par l'élément structurant B, c'est la union de tous les éléments structurants qui sont contenus dans l'ensemble. Donc, c'est une forme d'invariant. Elle est en train de nous donner les parties de mon image binaire, de mon ensemble grand X, qui sont invariants à cet élément structurant B. Je vais illustrer ça immédiatement, de façon pratique. Mais retenez cette idée-là. Donc, j'ai défini l'ouverture comme érosion suivie de dilatation, mais j'ai une interprétation géométrique qui va me dire simplement l'ouverture, c'est l'union des translatés de mon élément structurant tel que le translaté de l'élément structurant est complètement contenu dans l'ensemble. Alors là, on va le regarder. Donc, l'ouverture par un disque, c'est ce que vous avez à droite, celui-là. OK? Donc, on part de mon ensemble de départ, X, et d'un élément structurant, B, qui ici, c'est un disque. D'accord? Et donc, comme je vous dis, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire d'abord une érosion suivie d'une dilatation. Mais on peut avoir une interprétation directe de ce qu'on fera, qui va consister à dire, je prends l'élément structurant, je le balade à l'intérieur de la forme de départ que j'ai, et je ne vais garder comme translation que celle où l'élément structurant est complètement contenu à l'intérieur de mon ensemble. Donc, je vous ai dit, l'ouverture, c'est la union des éléments structurants translatés tels qu'ils sont complètement contenus. Alors, vous voyez bien que le résultat d'avoir fait l'ouverture par ce disque-là, c'est une forme qui est beaucoup plus régulière. Donc, si j'ai fait des ouvertures par un disque, je suis en train d'arrondir, d'éliminer toutes les parties qui ne sont pas invariants à ce disque-là. Donc, il y a même un effet de courbure locale qui est lié à cet élément structurant étant un cercle. OK? Donc, il y a peut-être parmi vous, si vous avez étudié déjà l'analyse harmonique sur les ensembles, les ensembles de Cheeger et d'autres, vous voyez déjà des choses peut-être que vous avez vues dans des contextes extrêmement différents. Oui, une question, je vois là. Oui. Il y a une question. OK. Excusez-moi, est-ce qu'on est obligé de faire les deux opérations avec le même élément structurant? Donc, la dilatation. Excusez-moi, il faut être plus près, s'il vous plaît, je n'entends pas. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser le même élément structurant? Elle demande si on est obligé de prendre le même élément structurant. Si on veut avoir l'interprétation que je viens de vous donner, oui. Donc, la clé est justement ça. Si vous prenez le même élément structurant, B, vous aurez une interprétation qui est celle que je viens de vous donner, qui consiste à dire l'ouverture, c'est déplacer l'élément structurant à l'intérieur de mon objet et de ne garder que les parties qui sont invariantes à cet élément structurant. Vous pouvez parfaitement calculer une érosion avec une forme et une dilatation suivie d'une dilatation avec une autre forme différente. Mais vous n'aurez pas, dans ces cas-là, un opérateur qui satisfait les propriétés d'une ouverture que je vais vous donner tout de suite, ou cette interprétation géométrique que je vous montre là. Donc, pour l'ouverture et pour la fermeture, oui, il est fondamental d'utiliser les mêmes éléments structurants. OK? Donc, je vous montre plutôt qu'un disque, le résultat d'utiliser un élément structurant qui est un carré où l'origine n'est pas le centre du carré,
mais l'un des coins. Alors, qu'est-ce que vous appréciez là? C'est que malgré le fait que l'élément structurant n'est pas centré, le résultat est un comportement totalement symétrique. C'est-à-dire, ça consiste à balader la forme à l'intérieur, peu importe où il était le centre. Ça, c'est dû au fait que lorsqu'on le définit, pour l'érosion, on ne transpose pas. Donc, il y a l'un qui est transposé et l'autre n'est pas. Donc, on récupère simplement, par symétrie, la forme de l'objet, peu importe où il était localisé son origine. Donc, l'interprétation géométrique de dire ça consiste à déplacer à l'intérieur et ne garder que les parties qui sont invariantes est indépendante de où il était localisé l'origine de l'élément structurant. Permettez-moi aussi d'insister, donc, quelle est l'interprétation de la fermeture? Donc, pour l'ouverture, ce qu'on était en train de faire, c'est déplacer la forme à l'intérieur. Pour le cas de la fermeture, on va déplacer la forme par l'extérieur de l'objet. Notre disque se balade maintenant par l'extérieur, par la frontière. Et ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est on va garder les parties, enfin, on va remplir des parties de l'espace lorsque je ne peux pas accéder avec cet élément structurant. Maintenant, je suis dans l'espace vide et à chaque fois que je ne peux pas accéder à l'espace vide, je le remplis. Et donc, vous voyez bien que cette fois-ci, je me balade. Donc ici, je ne pouvais pas entrer. Alors, je vais remplir cette partie-là. Et pareil pour le reste. OK? Donc, ça, c'est un exemple très facile. Donc, ça, c'est les cas discrets. Donc, comme je vous montre aussi pour la rotation et l'érosion, en général, on travaille sur ce type d'objets-là, discrétisés. Et donc, ça, c'est mon ensemble de départ. Ça, c'est le résultat d'avoir fait une ouverture par un carré et à droite, le résultat d'une fermeture. Alors, maintenant, vous devez déjà comprendre celui qui est au milieu d'ouverture et pourquoi on appelle l'autre une fermeture. Donc, vous m'entendez? Il y a des problèmes de son? Oui. C'est plus stable maintenant? Oui, ça va. OK. Parfois, il y a un message qui me prévient qu'il y a des problèmes de débit. Faites-moi signe. S'il y a un problème, vous me faites signe, je peux arrêter jusqu'à ce que ça s'arrête. Alors, donc, comme je vous disais, ici, donc, si on applique l'ouverture, vous voyez bien que ce qui apparaît là comme des petits carrés blancs, c'est ce qui n'appartient pas à l'ouverture. Donc, je suis en train d'éliminer des petites parties de mon image qui ne sont pas invariants en élément structurant qui était un carré 3x3. Et je suis en train d'ouvrir. Donc, ouverture, c'est parce qu'on ouvre. Il y avait un ensemble qui était connecté. Et l'ouverture va éliminer certaines parties parce qu'il ne peut pas me déplacer à l'intérieur. Donc, l'étymologie, la raison d'utiliser ouverture, c'est justement ça. On est en train d'ouvrir notre ensemble dans des sous-ensembles qui sont plus réguliers que l'ensemble de départ. Et la fermeture, c'est l'idée qu'il y avait des trous. Vous voyez bien, dans mon ensemble de départ, il y a des trous. Et j'ai rempli les trous. Donc, une fermeture est bien en train de fermer des trous ou des parties de mon image. Mais le résultat est à nouveau plus régulier que mon image de départ. OK? Donc, ça, c'est l'interprétation. Alors, quelles sont les propriétés de l'ouverture et la fermeture? Donc, l'ouverture et la fermeture, étant donné qu'on les définit par composition de dilatation et des érosions, c'est des opérateurs qui sont croissants, car la dilatation et l'érosion sont des opérateurs croissants. D'accord? Ensuite, l'ouverture et la fermeture sont des opérateurs idempotents. Ce n'était pas le cas de la dilatation et de l'érosion. Rappelez-vous, l'idempotence, c'est la propriété de stabilité à l'itération de l'opérateur.
si j'applique une dilatation sur le résultat d'une dilatation, j'obtiens une dilatation qui est plus grande. Si j'ai une ouverture et j'applique une ouverture sur le résultat d'avoir fait une ouverture, il n'y a pas de changement. Pensez à l'interprétation en termes d'invariance. Si j'ai déjà la union des parties qui sont invariantes à mon élément structurant, même s'il y a une deuxième fois le même opérateur, c'est déjà les invariants. Donc l'opérateur est idempotent. Et c'est le même cas avec la fermeture. OK? Et l'autre propriété, c'est les propriétés liées à l'ordre par rapport à l'ensemble des départs. Donc l'ouverture donne toujours un ensemble qui est plus petit. J'élimine toujours des parties. Ou peut-être le résultat est le même si c'est déjà quelque chose qui est invariant à cet élément structurant. Mais donc, l'ouverture éliminera des parties et la fermeture va rajouter des parties à mon ensemble. OK? Donc, on a maintenant des propriétés qui sont, comme pour la dilatation et l'érosion, la croissance, comme pour la dilatation et l'érosion, l'extensivité et l'anti-extensivité. Mais ici, on a une instabilité à l'itération qui est l'idempotence. OK? Donc, là, je vous montre simplement les résultats maintenant sur une image binaire. Donc, rappelez-vous, je vous avais montré la même image pour la dilatation et l'érosion. Donc, ici, vous avez à gauche les fermetures et à droite l'ouverture lorsqu'on utilise un petit élément structurant, petit disque, ou un disque un peu plus grand. OK? Donc, là, vous voyez apparaître quel est le résultat d'avoir fait une dilatation ou une une ouverture ou une fermeture sur nos ensembles. Donc là, vous devez voir qu'on continue à avoir une idée de quoi ressemblait l'ensemble des départs lorsqu'on a ouvert ou fermé. C'est plus difficile, évidemment, lorsque l'opérateur va grandir. Mais certaines parties de notre image, puisqu'elles sont invariantes à cet élément structurant, ne sont pas modifiées. Rappelez-vous que dans le cas de la dilatation et l'érosion, toute partie de l'objet va être élargie ou rétrécie. OK? Donc, on a des propriétés d'interaction avec les images qui sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue géométrique. OK? Donc là, je vous montre, maintenant, rappelez-vous, je vous avais montré l'image à gauche, le signal à gauche avec les dilatés et les rodés. Et le signal original par cet élément structurant. Là, je vous montre les résultats de l'ouverture et de la fermeture par les mêmes éléments structurants. Donc, vous voyez bien, donc, maintenant, j'obtiens encore une enveloppe supérieure et une enveloppe inférieure. Mais cette fois-ci, elles sont en train de, pour certaines parties, de préserver complètement à quoi ressemble le signal de départ. C'était typiquement pour ces pics-là, dans le cas de la fermeture. OK? Donc, beaucoup plus pertinent en termes de ce qu'on peut extraire de nos signaux. Et donc là, je vous montre maintenant sur des images réelles pour que vous voyez un peu les effets. Et on va comparer. Donc là, c'est une comparaison. Donc, vous avez une image de départ, cette plaque d'immatriculation, et là, vous en avez érosion, dilatation, ouverture et fermeture. Et vous avez, là, je vous dis quel est l'élément structurant utilisé. Donc, vous voyez bien, la dilatation est en train de réduire les parties sombres de mon image de façon similaire partout. Et l'érosion, il est en train d'élargir les parties sombres. OK? Donc, l'ouverture et la fermeture sont en train d'éliminer certaines parties, mais d'autres, on ne les modifie pas. Et donc, pour voir de façon un peu plus claire, on va augmenter la taille de l'opérateur, de l'élément structurant. Donc, ça, c'est taille 3 x 3. Donc là, c'est la taille 7 x 7. Pour la dilatation, l'érosion, l'ouverture et la fermeture. OK? Donc, regardons par exemple ce petit rectangle qui apparaît là. Ce petit rectangle. Donc là, dans la dilatation, j'ai bien fait disparaître le texte qui apparaissait en noir, mais j'ai agrandi aussi.
la forme des rectangles. En revanche, la fermeture aura éliminé ces parties sombres-là, mais puisque c'est une fermeture avec une taille qui est inférieure à la taille de ce rectangle-là, j'ai gardé complètement sa forme. OK? Donc, certaines parties sont invariantes et d'autres, je les élimine selon qu'elles soient claires ou sombres par rapport au background qui l'entoure. OK? Donc, ça, c'est simplement la différence entre avoir fait avec un élément structurant qui est un carré ou quelque chose d'un peu plus arrondi, un octogone. La grande différence, ça devient plus intéressant. Là, j'utilise un segment vertical. Ce n'est pas un carré, c'est une forme qui, par élément structurant qui est un segment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si j'ai dans mon image un objet qui a une longueur qui est sombre et qui a une longueur qui est supérieure à 15 pixels, il ne sera pas éliminé. C'est le cas, par exemple, avec la ligne verticale de la lettre F. Elle est encore là. D'accord? Et d'autres parties qui sont encore, par exemple, les deux lignes qui appartiennent. Donc, vous voyez bien que je peux commencer à interagir avec les objets selon qu'ils sont clairs ou sombres par rapport à la géométrie de l'objet. Donc, je peux interagir sur des questions de forme et des objets. Ça, c'est l'idée fondamentale de la morphologie mathématique lorsqu'on l'utilise dans les applications pratiques. C'est cette capacité à interagir de façon géométrique par des critères de forme et de taille. OK? Donc, pour cette partie sur la dilatation, érosion, ouverture, fermeture, on va arrêter là. Donc, il nous reste 45 minutes par rapport à ce qu'on a démarré à 30, donc 45 minutes. Donc, ça, on va l'utiliser pour une deuxième partie qui va ce qu'on appelle le filtrage, la théorie du filtrage morphologique. Qui va consister simplement à, on a défini la dilatation, ensuite l'ouverture et la fermeture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ça? Et ça sera un peu plus léger que ce que je viens de montrer. Donc, on va le faire en 45 minutes. Donc, j'arrête le partage. Donc, je vais faire une pause technique de 3 minutes. Je reviens et on n'oubliez pas la salle, sauf si vous voulez partir aussi pour une pause rapide et on reprend tout de suite. OK? Parfait. Alors, donc, on va passer maintenant à ce qu'on appelle la théorie de filtrage morphologique. Et on va utiliser comme élément de base les opérateurs que je vous ai présentés dans les cours précédents. Donc, on va commencer tout d'abord par définir les opérateurs qu'on appelle résiduels. Qu'est-ce qu'il y entend par ça? C'est, j'ai une image, je calcule par exemple la dilatation, et donc j'ai l'image de départ, elle est dilatée, la dilatation. Qu'est-ce que ça représente? La différence entre les dilatés et la fonction. C'est une nouvelle fonction qui est définie par cette différence entre les deux. Ou la même chose pour la fonction et son ouverture. Quelle est la différence entre la fonction et son ouverture? Donc, c'est ça qu'on va commencer par regarder. Alors, pour le cas de la dilatation et l'érosion, ce type d'opérateur différentiel qui consiste à calculer donc simplement la différence, les résidus en termes morphologiques, on appelle ça résidus, entre l'identité et l'érosion, ça aura géométriquement la même interprétation que la norme du gradient de la fonction correspondante. Mais ici, bien évidemment, on aura un gradient qui est lié à la dilatation. C'est ce qu'on appellera les gradients externes.
un gradient qui est lié à l'érosion, qui est ce qu'on appellera les gradients internes, ou un gradient symétrique qui sera la différence entre la dilatation et l'érosion. D'accord? Puisqu'on a l'identité, la dilatation et l'érosion, on a ces trois possibilités-là de définir. Là, je vous montre par des signaux. Étant donné un signal, son érosion va donner un gradient au sens de la norme du gradient. Donc, la différence, donc, ça va nous donner localement comment la fonction varie, là. Et pareil pour la dilatation et pour le deux. Alors, regardons ça simplement en pratique. Qu'est-ce que ça implique, ces trois possibilités-là? Donc là, vous en avez l'image qu'on est en train d'utiliser dans le cours. Et donc là, je vous montre, on a pris un élément structurant qui était un petit carré 3 x 3. On fait les gradients par érosion, les gradients par dilatation ou les gradients symétriques. Alors, quel est l'intérêt de ça dans le cas précis? Regardez par exemple les textes qui apparaissent, donc les lettres sont des objets noirs sur un fond blanc. Si vous avez des objets qui sont un peu fins, l'épaisseur de l'objet est réduite. Donc, vous voulez avoir un gradient, une estimation de la norme du gradient qui est localisée à l'extérieur de votre objet, de façon à pouvoir définir de façon plus précise la forme de votre objet. Alors, dans ces cas-là, il est plus intéressant de travailler par un gradient par érosion. Vous voyez là, ça me donne les contours à l'extérieur de mon objet, puisque l'objet est sombre dans un fond clair. C'est pareil avec la dilatation, donc on aurait les contours à l'intérieur de l'objet dans la configuration où l'objet est sombre sur un fond clair. Ou un gradient symétrique qui aura une épaisseur qui est le double de la taille de l'élément structurant. OK? Donc, première idée à retenir, si j'ai fait des dilatations et des érosions dans un élément, avec un élément structurant relativement petit, une forme infinitésimale indiscrète, je peux obtenir donc quelque chose qui ressemble à la norme du gradient. On peut définir aussi une forme d'opérateur de Laplace, une forme de dérivée seconde de notre fonction de façon morphologique. OK? Donc, pour ça, ce qu'on va définir, c'est l'opérateur de Laplace morphologique est défini comme la différence entre la dilatation et l'érosion, les gradients par dilatation et les gradients par érosion. Donc, on avait une dérivée première qui était liée à la dilatation, une dérivée première qui est définie pour l'érosion. Notre dérivée deuxième, c'est justement l'opérateur différentiel, dérivée première plus, dérivée première moins. OK? Ça, on peut, si on utilise la définition qu'on avait faite précédemment, donc ça, on peut le voir de cette façon-là. Donc, c'est comme si on estimait la somme de la dilatation plus l'érosion moins deux fois la fonction. Donc, c'est une fonction signée, comme l'opérateur de Laplace, habituellement pour les images. Et donc, ça nous permet, typiquement, de localiser par les passages par zéro de cet opérateur de Laplace, là où il se trouve les contours de mon image. Donc, si vous prenez l'opérateur de Laplace et vous localisez les valeurs de l'opérateur qui sont égales à 0, là, vous aurez la localisation de transition entre clair et sombre ou sombre et clair. Donc, c'est l'élément fondamental pour la détection des contours sur les images. On peut utiliser aussi cet opérateur-là pour rehausser les contrastes sur les images. C'est très habituel aussi en traitement d'image classique. Une fois que vous avez calculé la dérivée seconde, ce que vous allez faire, c'est soustraire cette dérivée seconde de votre fonction. Donc, cette image qui apparaît ici, à droite, c'est simplement, je prends mon image de départ et je vais le soustraire cet opérateur de Laplace. Donc, vous voyez bien qu'il y a une image qui a les hautes, si on interprète ça en termes de fréquence, c'est comme si les hautes fréquences avaient été rehaussées. En fait, ce n'est pas ça, c'est simplement, on a agrandi
on a élargi les contrastes entre les objets clairs et sombres par là, simplement en utilisant cet opérateur-là, que vous pouvez itérer par ailleurs. Okay? Donc, dans les cas précis de l'image, cette radiographie-là, ça nous permet de mieux visualiser les structures qui sont sur l'image. Donc, c'est très simple. Les seuls ingrédients que j'ai utilisés pour rehausser le contraste de cette image-là, c'était une dilatation et une érosion. D'accord? Donc, érosion et dilatation, on peut les utiliser de façon différentielle, déjà, pour obtenir certains effets intéressants sur les images. L'autre opérateur différentiel qu'on va considérer, c'est ce qu'on appelle la transformation Pop-hat en anglais. Je ne vais même pas traduire. L'idée de cette transformation-là, c'est simplement, on prend notre fonction moins l'ouverture. Donc, rappelez-vous, l'ouverture, elle est toujours anti-extensive. Donc, cette fonction-là, f moins l'ouverture de f, est toujours une fonction non négative. C'est pareil avec la fermeture. Donc, ça va nous donner une fonction qui contient, de façon géométrique, les pics de votre signal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est notre signal qu'on utilise tout le temps, original. Donc, c'est ce qui apparaît là un peu en discontinu. L'ouverture, rappelez-vous, ça consiste à déplacer sous le signal notre élément structurant. Et le résultat, c'est une forme d'enveloppe inférieure, comme celle-là. Et alors, maintenant, je prends la différence entre l'original et cette enveloppe inférieure, et vous obtenez un signal qui ne contient que les variations rapides de votre signal. Ça, c'est la forme la plus simple d'un point de vue géométrique d'éliminer les dérives à longue portée que vous avez sur votre signal. Donc, je suis en train d'estimer localement une enveloppe inférieure très précise et qui me permet donc d'obtenir simplement les variations rapides. OK? Je vais vous passer ça. Donc là, c'est sur des exemples. À quoi ressemble donc prendre les résidus de l'ouverture. Donc ça, c'est, vous avez votre image. On a calculé une ouverture de taille, c'était un carré de taille 16. On a éliminé toutes les parties claires de votre image. Maintenant, vous prenez la différence entre votre image et l'ouverture, et ce que vous obtenez là, c'est toutes les structures claires de mon image qui ont importé, qui est inférieur à cet élément structurant qui était un carré de taille 16 x 16. Donc, vous voyez bien, ça me permet parfaitement d'extraire les objets clairs ou les objets sombres d'une image, indépendamment au contraste qu'ils avaient dans l'image de départ. OK? J'aurais pu avoir une zone dans mon image qui était beaucoup plus claire ou beaucoup plus sombre, dès l'instant où il existe un contraste entre l'objet et le fond qui l'entoure, je vais extraire simplement ça. OK? Donc là, c'est un opérateur un peu plus compliqué que ce n'est pas nécessaire pour le cours d'aujourd'hui d'entrer dans ces détails-là. OK? Donc, est-ce que c'est clair? Avec la dilatation et l'érosion par opérateur différentiel, je vais extraire des gradients ou des dérivées secondes d'opérateurs de Laplace. Par les ouvertures et les fermetures, ce que je vais extraire, donc, c'est des structures complètes qui ont été éliminées, donc qui n'étaient pas invariantes à l'ouverture et à la fermeture. Alors, l'autre partie qui va nous intéresser maintenant, c'est une idée un peu de représentation multi-échelle de mon image. Ça, c'est lié à l'ouverture et à la fermeture. Donc, quelle est l'idée de ce qu'on appelle en morphologie mathématique une granulométrie? L'idée, c'est qu'on va prendre un élément structurant, B, typiquement, gardez en tête l'idée de vous avez un disque, une forme qui est un disque,
pour le cas le plus simple, gardez ça comme un convexe, donc un disque, et vous allez prendre tous les homothétiques, tous les disques de taille plus grande. Et vous allez faire des ouvertures avec tous les tailles correspondant des disques. Donc, si on considère la famille des ouvertures par les disques de différentes tailles, ça c'est ce qu'on va appeler une granulométrie. Et il y a un ensemble de propriétés mathématiques qui va satisfaire cette famille d'ouvertures. Donc, il y a ce qu'on appelle l'identité, consiste à faire une ouverture avec la taille 0, donc c'est simplement l'identité. Donc, cet opérateur-là, il est croissant, puisque les ouvertures sont croissantes. Donc, pour toute lambda, elle est croissante. Elle est extensive, puisque c'est une ouverture, elle est extensive pour toute valeur de lambda. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette propriété des semi-groupes qu'on a là. En général, les semi-groupes qu'on considère en traitement de signal, et même pour la dilatation par des convexes, si vous vous rappelez, c'était de dire, lorsque je compose une dilatation lambda par une dilatation mu, c'est une dilatation de lambda plus mu. C'est un semi-groupe additif. Dans le cas des ouvertures, on a une loi qu'on appelle d'absorption qui remplace les semi-groupes additifs, qui consiste à prendre l'opérateur qui a l'effet le plus grand. C'est-à-dire, si vous prenez une ouverture de taille mu suivie d'une ouverture de taille lambda, au contraire, le résultat serait d'avoir fait l'ouverture avec l'opérateur le plus grand. OK? Différence fondamentale par rapport au semi-groupe additif. Ça, c'est, disons, la propriété intrinsèque fondamentale à la notion de représentation multi-échelle par des ouvertures et qu'on appelle granulométrie. Alors, là, je vous montre, j'illustre un peu qu'est-ce qu'on va faire sur notre image. Donc là, vous avez votre image F. Là, c'est pour le cas, le toy example que j'ai en train d'utiliser. Vous avez votre image F. Et donc, on applique des ouvertures en disque de taille de plus en plus grande. Et on va faire la même chose avec des fermetures. Donc, on a une représentation multi-échelle de notre image. Si vous prenez la union de tout ça, vous récupérez votre image. Si vous prenez l'intersection de toutes les fermetures, vous allez récupérer aussi votre image. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de regarder quelle est la différence entre, on va regarder dans cette pyramide, dans cette représentation, on va regarder ce qui a changé entre une ouverture et la suivante. J'ai mon image, ça c'est l'ouverture de taille 0, ça c'est l'ouverture de taille 1, et donc ici je montre ce qui a été éliminé par l'ouverture. D'accord? Donc je suis pour le moment en train d'extraire des petits objets. Dans l'étape suivante, j'ai fait une ouverture plus grande. Et je prends la différence entre les deux, entre l'ouverture de taille n et l'ouverture de taille n plus 1. Et là, vous voyez que je suis en train d'extraire maintenant des objets un peu plus grands, des parties de mon ensemble qui étaient un peu plus grandes, et de façon successive. Donc, je suis en train de décomposer la forme de départ dans des différentes parties, et chacune de ces parties-là, c'est des parties qui n'étaient pas invariantes à la taille de l'ouverture correspondante. OK? Donc, ça permet de caractériser les différentes échelles qui apparaissent dans un objet par rapport à l'élément structurant qu'on a retenu. Ici, c'est un cercle. Et pareil, avec les trous, avec les parties internes de mon image, lorsque je suis en train de faire des fermetures. OK? Donc, une granulométrie est une décomposition multi-échelle de mon image par une famille d'ouvertures liées à une certaine forme, à un certain élément structurant, que par la suite, je vais prendre de plus en plus grand
dans ma décomposition. OK? Et alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on va regarder cette image qui contient les résidus entre les différentes ouvertures et on va calculer l'intégrale de cette image-là. Donc, on va calculer un nombre. Et ce nombre-là va nous donner une mesure de la représentation à cette échelle-là de mon image. Et on va construire une courbe. Et on va appeler la courbe granulométrique. D'accord? Alors là, je vous ai défini de façon un peu précise ça, mais c'est cette idée très simple de, on prend la décomposition, M ici c'est la mesure, donc typiquement l'intégrale, vous comptez le nombre de pixels dans les cas d'une image binaire, pour les cas à niveau de grille, simplement l'intégrale, la somme de tous les niveaux de grille, pour les différentes valeurs des ouvertures, et vous calculez la différence de ça, la dérivée de ça, et vous obtenez une représentation. Et cette représentation-là, on l'appelle la courbe granulométrique ou spectre de forme. Donc, c'est par abus de langage, c'est l'équivalent de l'idée de spectre au sens des fréquences. Quelles sont les fréquences portées sur une image lorsqu'on calcule la transformée de Fourier et on regarde ça. Ici, dans les cas morphologiques, c'est le contenu en termes de fréquences, mais lié simplement à la distribution des tailles des objets. La fréquence ici est entendue comme la taille des objets de mon image. OK? On va voir ça en pratique. Donc, là, ce que je vous montre là, donc c'est la courbe granulométrique pour les dilatations, pour les ouvertures, lorsqu'on regarde la partie positive de l'axe, et pour les fermetures dans la partie négative de cette fonction-là, de cet ensemble-là, lorsqu'on prend un élément structurant qui est un disque. Donc, à chaque fois qu'il y a un pic à une certaine taille qui apparaît, ça veut dire qu'il y a une partie de mon objet où cette taille-là est représentative. OK? Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? OK. Donc, est-ce que cette notion-là est claire? Vous voyez, on passe d'une représentation image à une représentation plus quantitative qui décrit les contenus en termes de distribution d'échelle des objets obtenus par des ouvertures ou des fermetures. Donc, les fermetures, par exemple, on a un pic qui apparaît dans la courbe correspondante qui est lié à ce trou-là. Oui, oui. Non, j'attends pour la question. Prof, on demande quelle est l'influence de la dilatation sur le contenu de l'information de l'image. Pardon, quelle est là? L'influence de la dilatation sur le contenu de l'information de l'image. En termes d'information, vraiment d'entropie, information de façon très précise, mathématiquement la notion d'information. C'est ça? On est toujours en train de perdre de l'information. Donc là, c'est une intuition que vous devez toujours retenir, c'est que à chaque fois qu'il y a dilate, érode, ouvre, ferme, tout opérateur morphologique est en train de réduire l'information par rapport à l'image de départ. L'image de départ, elle a toujours une complexité, elle contient plus d'informations. La clé, d'un point de vue de cette idée de quelle est l'information, c'est que je sélectionne l'information que je retiens. Je suis toujours en train d'éliminer de l'information par l'ouverture et la fermeture. Je peux aussi regarder ce que j'ai éliminé par résidu. J'élimine toujours. Et ce que j'élimine, c'est justement des parties qui n'étaient pas intéressantes pour ce que je veux faire. Ou comme ici, je suis simplement en train de quantifier en termes d'une quantification au sens de la mesure, de l'information correspondant à chacune des échelles de mon image. Est-ce que c'est bon?
Oui, mais si vous pouvez expliquer aussi comment vous avez choisi les pics au niveau de la figure. Les pics, en fait, c'est simplement, là, je vous montre les petits dessins où j'ai dit ça correspond à ça, c'est l'interprétation que je donne. Comment on construit cette courbe-là? C'est, vous voyez ici, donc j'ai ma forme. Je calcule toutes les ouvertures. Je calcule toutes les fermetures. Ensuite, je calcule la différence entre une image et l'ouverture la plus proche. Pareil, donc c'est, vous voyez, et j'obtiens ce type d'image-là que vous avez à droite ou tout à gauche ici. La courbe, c'est simplement l'intégrale de chacune de ces images-là qui apparaît ici. Et donc, vous avez des pics. Si vous avez des pics, c'est lorsque j'ai fait une ouverture de taille 15, elle contenait beaucoup d'informations lorsque j'ai fait la dérivée par rapport à l'ouverture de la taille précédente. OK? Donc, ça, c'est simplement, j'ai pris mon image, j'ai fait toutes les ouvertures, j'ai fait toutes les fermetures, j'ai regardé la dérivée de ça, la différence entre les images, et j'ai fait l'intégrale. Et ça correspond à la courbe. Et après, je vous donne l'interprétation de dire, cette pic-là, de cette taille 25, correspond à cette partie-là de l'image, ou si je regarde, il aura sans doute un diamètre qui est proche de 25 pixels. Mais je n'ai pas fait comme ça, je n'ai pas explicitement coupé des morceaux. C'est simplement les ouvertures me permettent de faire ça automatiquement. Et donc là, je vous montre par exemple qu'est-ce qui se passe si vous avez votre image qui avait une certaine courbe et on rajoute un objet qui est un cercle et j'essaie ce cercle-là et il correspond à un certain diamètre. Donc il aura un pic qui va apparaître à ce diamètre-là, à peu près 30, qui était le diamètre de mon disque. Okay? L'autre question qu'il faut faire attention, c'est si vous travaillez sur des fermetures, selon la proximité de vos objets avec les bords, vous pouvez avoir des effets de bord qui apparaissent. Un pic qui est simplement lié à l'existence d'un bord. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On travaille sur un domaine qui doit être beaucoup plus grand que les ensembles. Alors, question. L'axe a des abscisses. C'est la taille de la ligne. Mais il y a des valeurs négatives. Ici. Oui, ici. L'axe, c'est l'axe. Non, attends. Rapprochez au micro. Vous pouvez aller bouger. Vous pouvez bouger si vous avez. Je vous en prie. Prof. Pas de l'axe des abscisses. Oui. Comment vous expliquez les valeurs négatives? Les valeurs négatives, c'est pour les fermetures. C'est une convention. Je mets les valeurs positives, c'est les tailles des ouvertures. Les valeurs négatives, c'est la taille des fermetures. Ce n'est pas des objets de taille négative, c'est simplement une fermeture de taille 10. Donc, comme je vais avoir simultanément une visualisation pour les ouvertures et pour les fermetures, donc c'est purement une convention pour avoir les deux courbes d'ouverture et de fermeture de cette façon-là. Okay? Si après vous regardez en détail, c'est simplement comment on définit les moines. Donc, la partie avec les moines, c'est simplement par des fermetures. Mais ne vous inquiétez pas, ils n'utilisent pas des objets de taille négative. C'est purement une convention pour la construction de la courbe. OK? Oui, OK, c'est bon. Alors, là, je vous montre un exemple qui est aussi intéressant, je pense, pour comprendre l'intérêt. Donc, vous avez là une image qui contient des objets qui sont tous à peu près de la même taille. Donc, mais qui se touchent entre eux. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris mon image et j'ai séparé les objets. Donc, vous pouvez me dire, je n'ai pas besoin de la morphologie mathématique pour avoir une description de la distribution des tailles des objets. Je pourrais, de façon individuelle, calculer la taille de chacun des objets et construire un histogramme.
Là, ce que je vous montre, c'est qu'une granulométrie par des ouvertures va nous décrire la distribution des tailles des objets, indépendamment de s'ils sont connectés ou pas, comme c'est le cas là. Donc là, je vous montre, ça c'est le spectre des formes. Donc vous voyez là que mes objets sont comme un histogramme unimodal dans le sens où ils vont être centrés sur une valeur moyenne et c'est clairement des objets à peu près de la même taille. Donc vous avez, si vous calculez la courbe par des ouvertures, vous allez avoir donc un pic. Je ne mets que la partie positive ici. Ici, je ne m'intéresse pas aux fermetures. Donc, il n'y a pas de taille négative puisque la courbe de fermeture n'est pas représentée. Et donc là, les pics correspondent à la taille. Et là, ce que je vous compare simplement, c'est la distribution des tailles pour les objets, qu'ils soient segmentés ou pas. Et donc, vous voyez bien que je vais parfaitement avoir une idée des échelles qu'il y a dans l'image, même si les objets ne sont pas individualisés par cet outil-là. OK? Donc, on peut aussi, une autre chose intéressante, sur ça on en parlera demain, c'est on peut étudier la taille des objets par des éléments structurants donc, qui vont être plutôt des cercles ou des carrés, mais on peut aussi étudier l'anisotropie des objets, c'est-à-dire la distribution des tailles dans différentes directions de l'espace. Dans ces cas-là, ce qu'on fera, c'est utiliser des éléments structurants qui sont des segments orientés à différentes directions. Donc là, vous auriez dans ces cas-là une courbe granulométrique pour chacune des orientations. Donc, si vous prenez une image comme celle-là, vous allez vous rendre compte, par exemple, si on prend la courbe à une certaine orientation, vous aurez des objets qui sont plus larges dans cette orientation-là que dans d'autres. Ici, étant donné la discrétisation que j'ai faite, c'est dans l'orientation presque horizontale où vous avez des objets qui ont une taille, si on regarde, un peu plus large. D'accord? Donc, cette idée-là des courbes qui décrit les contenus morphologiques d'une image, vous pouvez la considérer de façon isotrope ou par des segments orientés. Donc, l'intérêt de la partie négative, un exemple de l'intérêt de la partie négative, c'est si vous avez des clustering qui apparaissent, c'est-à-dire des groupements des objets. Vous avez des objets de la même taille. Si vous regardez la partie positive, qui est la taille moyenne de l'objet, vous allez avoir un pic qui apparaît. Comme vous avez ici, ce que vous caractérisez par la partie négative, c'est les vides qu'il y a entre les différents objets. Donc, lorsque vous aurez une structure comme celle-là, avec différentes échelles de séparation entre les objets, ça va être porté par la partie négative. Un exemple d'utilisation de la partie négative. Et là, je vous donne typiquement, par exemple, à quoi va correspondre de façon plus ou moins théorique le spectre des formes pour différents objets. Okay? Donc, si vous avez un cercle et vous utilisez un élément structurant qui est un disque, le spectre de forme, ça sera un delta. Si vous avez un objet avec un trou, vous aurez le diamètre du trou qui apparaît là, dans la partie négative, et un delta pour la partie positive correspondant à la largeur. Si vous avez des formes comme celle-là, vous avez des contenus dans tous les tailles. Donc, vous allez avoir un peu ce type de représentation-là. Okay? Je n'entre pas plus que ça dans les détails, mais vous voyez là que vous pouvez avoir une interprétation de quel est le contenu morphologique de votre image par cette représentation. Okay? Maintenant, on a vu ce qu'on peut faire avec l'ouverture et la fermeture en termes de filtrage, soit en regardant les résidus, soit en faisant de la quantification, c'est-à-dire de la mesure sur les images. Donc, la dernière partie qui nous reste, donc pour les minutes qui nous restent, à peu près 10 minutes qui nous restent, ça c'est ce qu'on appelle les filtres alternés. Quelle est l'idée des filtres alternés? Donc, rappelez-vous, la dilatation et l'érosion, on les a construits par composition de dilatation et des érosions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par composition d'ouverture et de fermeture? Donc, ça c'est ce qu'on va appeler les filtres alternés. Et alors, avant d'arriver à ça, ça c'est une précision par ce qu'on entend en filtre morphologique. Un filtre morphologique, de façon rigoureuse, tel qu'on le définit en termes algébriques, c'est un opérateur qui est croissant et idempotent.
D'accord? Alors, la dilatation et l'érosion ne sont pas idempotents. On l'a dit déjà à plusieurs reprises aujourd'hui. Alors, donc, par conséquent, la dilatation et l'érosion ne sont pas des filtres morphologiques tels qu'on les entend dans ces définitions-là. Parce qu'en plus d'être croissant, il doit être idempotent. En revanche, la dilatation et l'érosion sont des opérateurs, pardon, l'ouverture et la fermeture sont bien des opérateurs déjà idempotents et donc par conséquent des filtres morphologiques. Et cette idée de relier filtre morphologique à l'idempotence est très importante en fait, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une interprétation de la notion de multi-échelle que je vous ai montré par la granulométrie par des ouvertures, et une notion aussi donc de stabilité dans la façon où on interagit avec notre image. D'accord? Donc, il y a des filtres idempotents aussi dans le domaine du traitement des signaux classiques. Par exemple, un filtre passe-bande qui n'égale que les certaines fréquences de votre image, c'est un filtre idempotent. Si vous filtrez et vous éliminez une certaine partie des fréquences et vous appliquez le même filtre, vous avez déjà éliminé ces fréquences-là et vous ne touchez pas les autres. Donc, ça doit être un filtre idéal au sens du traitement des signaux classiques. C'est un filtre idempotent aussi d'un point de vue de l'interprétation qu'on donne ici. OK? Donc, c'est simplement une précision de terminologie. Alors, comment on construit des filtres morphologiques autres que l'ouverture et la fermeture? Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement composer l'ouverture et la fermeture. C'est-à-dire, on va d'abord faire une ouverture suivie d'une fermeture, une fermeture suivie d'une ouverture. Et est-ce qu'on peut faire un peu plus que ça? Alors, il y a un très beau théorème qui va nous dire le suivant. Vous partez ici, ces deux filtres-là peuvent être des filtres quelconques. Ils sont simplement ordonnés. Donc, on va simplifier. Là, tu as une ouverture, l'autre est une fermeture. À partir de ces deux-là, vous pouvez construire 4 filtres, c'est-à-dire 4 opérateurs qui seront croissants et idempotents. Ils sont définis là. Donc, c'est ouverture suivie de fermeture, fermeture suivie d'ouverture. Et vous pouvez aussi obtenir quelque chose qui est très intéressant, qui est ouverture suivie de fermeture suivie d'ouverture, et pareil avec l'autre. Dans tous les cas, c'est des opérateurs qui font intervenir des ouvertures et des fermetures avec les mêmes éléments structurants. C'est les mêmes opérateurs. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les filtres alternés. Et donc, comme je vous dis, vous partez de 2 et il y a 4 que vous pouvez construire. Et il n'y a que 4. C'est-à-dire, si vous essayez de rajouter un de plus, vous allez trouver sur des idempotents. OK? Donc, on peut montrer que là, c'est le seul qu'on peut construire avec ça. Et c'est un très beau théorème. Si ça vous amuse, regardez la démonstration qu'il n'y a que ces 4-là et que ces 4-là satisfait les propriétés d'idempotence et de croissance, c'est un exercice intéressant. D'ailleurs, on a aussi une autre propriété de ces 4 filtres, c'est on a l'ordre suivant entre eux. Par exemple, si on part d'une ouverture et d'une fermeture, ces 4 filtres-là sont ordonnés par rapport à l'ouverture et la fermeture. Ils sont ordonnés de la façon suivante. Lorsque vous composez 3, il y a un qui est entre eux assez naturel. L'ouverture, fermeture, ouverture ne sont pas ordonnés entre eux. C'est-à-dire, parfois ils sont plus grands, parfois ils sont plus petits que ces deux opérateurs. Donc, on ne peut pas ordonner ces deux-là. Pour le reste, ils sont là. OK? Alors, je vais vous montrer des exemples ici. On va commencer déjà avec des exemples de ce que ça fait, ces types de filtres-là. Donc, en ensemble, on commence par les ensembles, comme d'habitude. En ensemble, un élément structurant, qui est ce carré-là. On fait une ouverture, on fait une fermeture. Et là, c'est le résultat d'avoir fait une fermeture suivie d'ouverture ou avoir fait une ouverture suivie de fermeture. Okay? Donc, vous voyez que plus on rajoute un deuxième opérateur,
plus on est en train de régulariser de façon différente les contenus de nos images. D'accord? Donc, dans les cas précis, par exemple, si on composait un troisième, ça ne change rien, on récupère l'autre filtre. Donc ici, il n'y a que ces deux-là qui ont de l'intérêt. On va voir ça maintenant sur des images, des choses un peu plus compliquées. Donc, j'ai mon image qui apparaît là, à gauche. On prend un élément structurant qui est un carré de taille 3x3. Et donc, je vous montre les résultats de l'ouverture, en bas la fermeture, ou lorsqu'on commence à rajouter donc des compositions. Donc là, on est en train de travailler sur une taille très petite, 3x3. On va augmenter la taille. Donc, vous voyez là, on commence à obtenir des filtrages de notre image, soit par le haut, soit par le bas, qui régularisent beaucoup plus mon image, qui vont préserver toutes les parties de l'image, toutes les structures géométriques qui n'ont pas, qui ont une taille qui est plus grande que l'effet de l'opérateur. Vous voyez bien. Donc, par exemple, si je prends la branche en bas, qui correspond à éliminer les parties claires de notre image, je suis en train d'éliminer les parties sombres de notre image. Je suis en train de régulariser progressivement mon image, tout en préservant les formes géométriques qui étaient présentes. Donc, ça, cette partie-là, je vais passer. Alors, donc, on a dit ouverture, fermeture. Je peux obtenir 4 filtres à partir de ça. Alors, comment je peux avoir quelque chose d'un peu plus riche en termes de filtrage et je vais faire sur mon image. Alors, ce qu'on va faire simplement, c'est plutôt que considérer une ouverture et une fermeture à une certaine taille d'éléments structurants, on va construire des familles d'ouverture et des familles de fermeture. Et on va composer ça. OK? Et ça, c'est ce qu'on va appeler les filtres alternés séquentiels. Donc, quelle est l'idée de ça? C'est, maintenant, je ne vais pas prendre que 2 opérateurs, je vais prendre toute une famille, par exemple ici, c'est des fermetures, la plus grande des fermetures plus petites, après je passe par les ouvertures. Donc, c'est un ensemble de filtres qui sont totalement ordonnés, d'ouverture et de fermeture. Et donc, je vais leur composer en faisant, par exemple, ici, je commence. Fermeture de taille 1, suivi d'ouverture de taille 1, suivi de fermeture de taille 2, suivi d'ouverture de taille 2, et de cette façon-là. OK? Donc, ça va me permettre maintenant une représentation multi-échelle des filtres que je vais faire sur mon image. OK? Alors, je vais vous montrer là des exemples de ça. Vous pourrez après regarder en détail les propriétés correspondantes en termes de semi-groupes et de pyramides, mais simplement pour avoir une idée de ce qu'on peut faire. Regardez, par exemple, vous avez un signal original, on le rajoute du bruit, et donc vous en avez ce type de signal. Et vous voulez tenter de récupérer la forme géométrique de votre image de départ, et vous pouvez le faire parce que vous savez que le bruit a une portée en termes de taille morphologique. Donc ici, on ne parle pas de fréquence. C'est l'idée de l'échelle. L'échelle du bruit est différente de l'échelle de l'objet. Et donc, si vous voulez résoudre ça, vous allez penser à utiliser des choses. Étant donné que le bruit, il a des variations positives et négatives, des pics et des vallées, vous allez devoir combiner des ouvertures et des fermetures. OK? Donc là, par exemple, c'est vous faites une ouverture de taille 2 suivie d'une fermeture de taille 2. Ça, c'est ce qu'on appelait un filtre alterné pour la taille 2. Et donc, vous voyez, vous commencez à régulariser un peu votre image. Alors, vous dites, alors, comme je commence à régulariser avec la taille 2, je vais faire la taille 5, un filtre alterné de taille 5. Je vais obtenir probablement quelque chose qui ressemble plus à mon signal. Mais non, cette filtre alterné, il est en train de casser complètement la structure de votre signal. Okay? Faisons maintenant des filtres alternés séquentiels. Donc, je vous ai dit, ça consiste, plutôt que passer de la taille 2 pour l'ouverture-fermeture à la taille 5 pour l'ouverture et fermeture, vous le faites de façon alternée en augmentant la taille. Taille 2, suivi de taille 3, suivi de taille 4, suivi de taille 5. Okay? Donc, de cette façon-là,
vous avez une analyse multi-échelle qui est beaucoup plus pertinente pour décomposer et extraire les formes géométriques de votre image par rapport à une certaine taille géométrique. OK? Donc, à partir d'ouverture et fermeture, différentes façons de bâtir des filtres qui ont des effets d'extraction, régularisation sur les images, de plus en plus précis, ou ça va dépendre un peu de comment vous les construisez. Donc là, je vous montre des exemples de filtres alternés séquentiels sur votre image de départ qui vous permet donc de régulariser. Vous avez une image qui est beaucoup plus régulière au sens de la complexité de l'image. Donc, si on parlait d'information, quelqu'un posait la question de qu'est-ce que ça représente en termes d'information. Vous voyez là que le filtre alterné séquentiel de taille 7 contient moins d'informations que celui de taille 5 ou que celui de taille 3 ou que l'image originale. Mais l'information qu'on a gardée, elle est plus intéressante en termes de ce qui nous intéressait à régulariser. Si on voulait éliminer, par exemple, tous les petits détails de mon image. Okay. Et ça, c'est moins intéressant, les contrastes et les centres. Alors, je vais arrêter là. Donc, il y a simplement une autre utilisation de dilatation et des érosions pour construire certains types de filtres, mais ça, ce n'est pas indispensable pour l'introduction que je voulais vous donner aujourd'hui. Donc, de mon côté, je vais arrêter là